Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là, vraiment nombreux dans cette si belle salle. Et merci beaucoup, Laure Murat, d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette rencontre qui va être consacrée à votre dernier livre paru, Proust, roman familial, qui est paru en cette fin d'été, début d'automne aux éditions Robert Laffont. Je vous présente brièvement, vous êtes historienne, professeure à l'Université de Californie, UCLA. Vous êtes aussi autrice, on vous lit depuis plus d'une vingtaine d'années des livres, des essais qui ont qui sont articulés autour de quelques thèmes, l'histoire culturelle. Je pense notamment au passage de l'Odéon autour des biographies et de la vie, des biographies de Sylvia Beach et Adrienne Monnier et de la vie littéraire française de l'entre-deux-guerres, la vie littéraire parisienne plutôt d'ailleurs, à Paris même, d'entre-deux-guerres, la psychiatrie, les questions de genre aussi. Donc vous êtes, on peut dire, je pense, une des pionnières en France. Et aussi, ces dernières années, des ouvrages plus centrés sur le monde contemporain. Tout autre chose avec Proust, roman familial, c'est votre première incursion dans le genre autobiographique, on va dire. C'est un livre qui n'est pas non plus une autobiographie classique, qui est au contraire un livre parfaitement singulier, un livre dans lequel le Proust et la recherche du temps perdu servent en quelque sorte à éclairer le récit familial tel que vous le racontez. Je précise que ce livre est en lice pour le Goncourt. On croise les doigts, on verra. Et que c'est un livre, je ne sais pas si, évidemment, dans cette salle, tout le monde l'a lu. Je ne sais même pas si tout le monde a lu Proust. C'est un livre qui peut être lu, quelle que soit la connaissance ou la non-connaissance qu'on a de Proust, je crois. Et un livre qui mélange humour et gravité, intelligence toujours. Et un livre qui, sur moi et sur toutes les personnes nombreuses maintenant que je connais qui l'ont lu, a un effet très, très euphorisant, peut-être parce que c'est le récit d'une émancipation. Peut-être aussi, c'est mon hypothèse, c'est que pour reprendre les mots de Jean-Yves Thadier, grand proustien, à propos de la recherche, je dirais que c'est un récit qui n'arrête pas de penser. Peut-être, Laure, commencer, si vous le voulez bien, par la genèse du livre que vous expliquez dans les premières pages. Vous avez donc consacré divers textes, divers essais à Proust et à la recherche. Et un jour, vous avez l'envie de les rassembler en un recueil et donc de doter ce volume à venir d'une préface. Et on a l'impression que c'est un peu la préface qui est devenue exponentielle et qui a débordé le projet. C'est exactement ça. Il m'est arrivé d'écrire des textes sur Proust depuis 20 ans. Notamment en 2005, j'avais retrouvé des archives qui identifiaient Proust dans un bordel pour hommes. Donc ça avait un peu agité la proustosphère à cette époque-là. Et puis, au moment vous savez qu'en 2021, c'était le 150e de la naissance de Proust, et en 2022, le centenaire de sa mort. Et donc, j'ai voulu faire, et ça c'est un péché mortel, j'ai voulu faire un livre opportuniste. Je me suis dit, tiens, je vais profiter du centenaire, et plutôt que de donner des articles ici à la BNF pour le catalogue, à Carnavalet, ce que j'ai fait de toute façon, je vais rassembler ce que j'ai déjà écrit en un petit volume facile à publier. Pas si facile à publier parce que tous les éditeurs vous diront que les recueils d'articles en général, ça ne marche pas. Et j'ai commencé à faire... Donc ça, c'était la première version. Ce livre, je l'ai recommencé 3 fois. Enfin, je l'ai écrit 3 fois. Donc ça, c'était la première version. Et je n'en étais pas satisfaite. Et j'ai compris que c'était dans la préface, dans cette introduction, qui était donc un texte neuf par rapport à ce que j'avais fait précédemment, que gisait quelque chose qui pouvait peut-être être un peu différent, un peu plus singulier, que je vais expliquer tout de suite, enfin dans 2 minutes. Et du coup, la deuxième version s'est trouvée être une version hybride entre des articles que j'avais conservés et un récit plus autobiographique. En ceci que
le récit autobiographique, mon autobiographie, uniquement dans les traits pertinents qu'elle avait en résonance avec la recherche. Et j'ai donné cette deuxième version à lire à deux amies à moi que j'aime beaucoup, qui sont deux femmes complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On est très amies toutes les trois. Je peux les citer, c'est pas un secret d'État. C'est Anne Garretta, qui est romancière, et Alice Kaplan, qui est professeure à Yale. Anne Garretta étant professeure à Duke. Donc on est toutes les trois professeurs aux États-Unis avec un investissement très particulier avec la France, soit parce que Anne est française et travaille aussi sur la France, et Alice travaille aussi sur la France. Bon. Et toutes les deux m'ont dit, ça ne va pas. J'étais vexée comme un pou, j'étais furieuse, je me suis rebiffée en disant si, ça va très bien, et puis 48 heures après, j'ai dit, ben non, en fait, elles ont raison, ça ne va pas. Et là, j'ai ce sentiment dans la troisième version, qui est celle qui est publiée, et donc qui m'a demandé presque un an de travail après, quoi, par la suite, d'avoir donné un grand coup de marteau dans un miroir, en fait. Et on se retrouve avec des éclats où ici se reflète Proust, ici se reflète un épisode de ma vie, une fois de plus pertinent avec l'objet du livre. L'objet du livre étant en gros, comment un livre peut changer votre vie, hein, pour aller très vite. C'est ça le sujet du livre. Et comme vous le disiez au début, on n'est pas du tout obligé d'avoir lu Proust, ça n'a aucune espèce d'importance. Il n'y a pas de nécessité du tout de lire Proust. Alors beaucoup de gens aujourd'hui me disent ça nous a donné envie de lire Proust. Alors ça, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Ça, vraiment, ça me fait très, très plaisir. Et j'essaye de j'ai fait comme une tresse, en quelque sorte, avec 3 fils différents. La vie de Proust, la recherche du temps perdu et ma modeste vie. Comment tout ça peut produire une émancipation par la littérature. Voilà, c'est ça l'objet du livre. Alors peut-être qu'il faut préciser, peut-être pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu, qu'entre la recherche du temps perdu, et même son auteur, et votre histoire familiale, il y a des liens, parce qu'on ne pourrait pas tous faire la même chose avec notre propre histoire familiale. Non, alors c'est vrai que c'est une histoire bizarre. C'est-à-dire que mes liens avec Proust, outre celui banal de la lectrice par rapport à un auteur, mes rapports avec Proust sont de plusieurs natures, je dirais. D'une part, Proust a très bien connu mes 2 arrière-grands-parents du côté maternel et du côté paternel, ce qui déjà est une singularité en soi. Il était invité chez mon arrière-grand-mère Murat, qui avait un hôtel particulier rue de Monceau, qui était célèbre pour les grandes fêtes qui y étaient données autour de 1900. On sait par les carnets de notes que tenait Proust qu'il y est allé plusieurs fois. Et quand mon père s'est rendu compte que sa grand-mère avait lu Proust, il est venu la voir en disant « Mais alors, tu as connu Proust, raconte-moi, comment était-il » Et la seule phrase qu'elle a su dire, c'est « Ah oui, ce petit journaliste que je mettais en bout de table ». Alors, à la décharge de mon arrière-grand-mère, qui n'était pas une intellectuelle, ça c'est certain, ni une grande lectrice, à l'époque où elle reçoit Proust, Proust est dédaigné par tout le monde, y compris par André Gide, y compris par Colette. Ce n'est pas l'apanage des aristocrates de ne pas se rendre compte de qui est Proust, hein, à cette époque-là. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, je n'ai pas précisé que vous veniez d'une famille très aristocratique. Alors, c'est là où... Donc, les arrière-grands-parents du côté maternel, c'était la famille Luynes, des ducs de Luynes. On est dans la région, puisque le château de Luynes est à 1 heure d'ici. Et j'ai un chapitre entier qui est consacré à cet endroit magique, vraiment, où j'ai passé une grande partie de mon enfance, qui est un château qui était celui de Richard Cœur de Lion, et qui était vraiment, qui est toujours la caricature presque du château de sable, hein, que font les enfants, avec les tours, les tours pointues, les douves, le pont-levis, enfin, qui est devenu un pont dormant, mais enfin bon.
Voilà, donc ça c'était les Luynes que Proust a connus. Mais du côté Murat, c'était donc les princes Murat, Murat étant ayant été le beau-frère de Napoléon, et qui est fils d'aubergiste, qui a fini roi de Naples. Et maréchal de France, c'est lui qui dirigeait la cavalerie de la Grande Armée de façon assez notable. Bon. Donc, aristocratie d'Ancien Régime du côté de ma mère, noblesse d'Empire du côté de mon père. Et des noms qui sont très présents dans l'histoire de France, puisqu'on est à Blois au rendez-vous de l'histoire, c'est évidemment des gens qui ont fait l'histoire. Le premier duc de Luynes était le favori de Louis XIII, il était le grand fauconnier du roi, son fils était le traducteur de Descartes. Enfin, bon, il y a eu beaucoup de gens chez les Luynes jusqu'au XIXe siècle qui ont eu une action directe dans l'État, ou les affaires de l'État, dans la magistrature, etc. Et puis, l'autre lien à Proust, c'est qu'il s'est inspiré de plusieurs membres de ma famille, alors élargie, hein, parce que le propre de l'aristocratie, c'est quand même qu'ils se marient entre eux. Donc, très rapidement, quand vous êtes dans une branche quelconque, vous retrouvez forcément la cousine, très rapidement, ça va très vite. Hein. C'est un milieu qui est minuscule, je ne sais pas, c'est 0,01% de la population, même pas peut-être, avec un milieu évidemment très endogame. Bon. Et Proust s'est inspiré de grands-oncles, de cousins, etc., pour certains personnages. Je pense notamment à Robert de Saint-Loup, qui est le neveu du duc et de la duchesse de Guermantes, et qui a été calqué en partie sur le duc d'Albufera, qui était l'oncle de mon père. Voilà, le grand-oncle. Donc, ça me fait évidemment une couche supplémentaire de lien avec Proust. Et enfin, la troisième chose qui est très troublante pour moi dans ma lecture de Proust, c'est que contrairement à ce qu'on dit, et ça j'ai interrogé Jean-Yves Tadier sur la question, il y a beaucoup de noms réels dans la recherche. Parce qu'une des particularités de Proust, donc il y a les La Rochefoucauld, il y a les Luynes, il y a les Murat, etc. Bon. Alors évidemment, quand vous lisez la recherche et que vous dites que Proust, enfin le narrateur dit que le prince de Borodino va dîner chez les Murat, que quand Charlus dit mais les Guermantes, au fond, il n'y a qu'une seule comparaison possible, c'est avec les Luynes, etc., etc., c'est très troublant. Et c'est comme ça aussi que j'ai trouvé le titre du livre, roman familial, puisque c'est un concept de Freud qui dit que c'est une névrose ordinaire qui n'a rien de grave. Tous les enfants réinventent leur généalogie. Mon père est président de la République, j'ai été trouvé dans une poubelle, j'ai un frère jumeau qui ceci. Enfin, les enfants fantasment d'autres généalogies, ce qui est assez sain d'une certaine façon. Alors moi, ma généalogie réelle se trouve dans une œuvre de fiction avec des passages de l'un à l'autre. Alors qu'est-ce que je lis moi quand je vois que Robert de Saint-Loup a été le témoin d'un duel du duc d'Uzès, qui est mon arrière-grand-oncle. Mais, donc, on ne sait plus, j'ai comme un petit vertige, je ne sais plus très bien si c'est Robert de Saint-Loup qui est réel et mon arrière-grand-oncle qui est un personnage de fiction ou l'inverse. Mais là où j'ai eu, alors vraiment un choc, je précise que j'ai fait une 4e relecture intégrale de la recherche pour les besoins de ce livre. Recherche que j'enseigne aux États-Unis, donc forcément je suis amenée à le relire régulièrement. Et j'ai découvert que j'étais la nièce du duc et de la duchesse de Guermantes. Ben oui, parce que la particularité de Proust, je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, c'est d'enchasser des généalogies, des noms réels dans des généalogies fictives. Je ne vais pas vous barber avec ces histoires de généalogie, mais juste en 2 mots. À un moment donné, le duc de Guermantes dit « Ma mère qui était une Doudoville ». Doudoville, c'est un titre des La Rochefoucauld. Les La Rochefoucauld, vous en avez 150 000, mais vous n'avez qu'un seul duc de Doudoville. Donc on ne peut pas se tromper. Avec les familles ducales, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul duc de Luynes, qu'un seul duc d'Uzès. C'est un titre unique. Bon. Si sa mère est une Doudoville, alors j'ai fait des recherches, mais c'était vraiment, ça c'était la partie assommante, hein, d'aller trifouiller partout dans les arbres généalogiques. Ben, cette
d'Oudoville en question est la fille d'une Luynes. Du coup, le duc de Guermantes devient mon oncle. Il n'y a pas de doute possible. De la même façon, et alors là, c'est très bizarre parce que c'est de plusieurs côtés à chaque fois. La duchesse de Guermantes dit à un moment donné « ma nièce, mademoiselle d'Uzès ». Pareil, famille ducale, les d'Uzès, bon, il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y a qu'une seule famille. Du coup, la duchesse de Guermantes est aussi ma tante. Alors, là, c'est plus qu'un vertige. Là, on se dit, est-ce que c'est ma vie qui est une fiction? Je ne suis pas loin de le croire, d'ailleurs. Je ne suis pas loin de le croire parce que Proust, et ça a été extraordinaire pour moi, outre ce côté un peu anecdotique de se retrouver d'une certaine façon dans un roman, c'est que Proust m'a ouvert au réel. C'est là où évidemment ça complexifie la chose, parce que tout d'un coup, le réel me sautait aux yeux. C'est-à-dire que Proust m'expliquait ce que j'étais en train de vivre. Il le fait pour tout le monde, hein. C'est pas du tout original, ça. Mais il le faisait dans au moins 2 occurrences très importantes de ma vie, me montrer que l'aristocratie est un monde de ça c'est moi qui le dis, mais enfin c'est Proust qui me l'a montré, est un monde de forme vide, ce qui occasionnait chez moi une forme d'angoisse diffuse que je ne comprenais pas bien, et d'autre part, sur tout ce qu'il dit sur l'homosexualité, les stratégies d'exclusion, etc., qui m'ont beaucoup ouvert les yeux au moment où je suis moi-même sortie du placard et que ça s'est très mal passé. On va rester pour le moment sur cette enfance et ce que vous disiez de ce sentiment de malaise diffus qu'on sent dans le récit, la description que vous faites de cette enfance et d'une sorte d'incompréhension qui ne sait même pas quelle est de l'incompréhension par rapport au monde qui vous entoure. Et vous dites effectivement que vous aviez l'expérience et que Proust a transformé cette expérience en savoir. Proust l'a véritablement éclairé par le tableau que lui fait de l'aristocratie et de cette vacuité, on va dire, de ce milieu. Et oui, je faisais une rencontre à l'hôtel Swann à Paris il y a quelques jours, et Jean-Yves Tadier était là. Donc Jean-Yves Tadier, c'est celui qui a établi les œuvres de Proust dans la Pléiade. C'est le biographe de Proust, c'est vraiment le grand spécialiste, un homme adorable, très très gentil, et extrêmement savant. Et à la fin de la conférence, je vais le voir, je vais saluer le maître, et il me dit Laure, vous m'avez libéré. Ah, je lui dis, ah bon. Et il m'a dit, parce que tous les aristocrates m'ont toujours dit que Proust n'avait rien compris à l'aristocratie. Alors je lui dis, écoutez Jean-Yves, c'est très simple, parce que pour la plupart, ils ne l'ont pas lu, donc c'est normal. Hein. Ça, je suis témoin, voilà. Et d'autre part, s'ils ne veulent pas s'y reconnaître, je comprends, puisque contrairement à ce qu'on croit, ou ce qu'on entend dire, la recherche du temps perdu est la critique la plus féroce de l'aristocratie que la littérature ait jamais portée. Ça, c'est très très clair. Et je le démontre aussi dans le livre. Oui, effectivement, c'est l'idée que Proust serait captivé, un grand snob captivé par l'aristocratie, ne résiste pas à la lecture de la recherche. Ça ne résiste pas, mais pour ça, il faut arriver au 7e volume. Parce que c'est ça le problème. Alors du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on répète tout le temps, ah oui, qu'il était snob. Bon, ça c'est pas complètement faux, mais enfin, il était jeune homme. Après, ça a été terminé tout ça. Parce que c'est ça la recherche. Hein, c'est une entreprise de dessiment et qui pour moi a été absolument bouleversante, quoi. Donc, on dit tout le temps, il est snob, il fait un panégyrique de l'aristocratie. Pas du tout. Alors oui, c'est vrai au début, du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais dès le côté de Guermantes, 3e volume sur 7, c'est terminé. Il dit que les noms, vous savez, la fameuse magie des noms n'agit plus, et il se rend compte
que la duchesse de Guermantes, elle n'est peut-être pas bien maline au fond, elle est très brutale, que le duc est un grossier personnage, ce qui est absolument vrai, etc., etc. Et alors après, ça continue, puis ça devient de pire en pire jusqu'au temps retrouvé. Alors, c'est là où je me suis dit, mais je vais aller voir les chiffres de vente de la recherche. Alors, il y a quelqu'un qui avait eu l'idée avant moi, 2 personnes même, Thierry Laget, qui a écrit un très bon livre sur le Goncourt de Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et il publie tous les chiffres de 1913 à 1980. Qu'est-ce qu'on voit dans ces chiffres? Du côté de chez Swann, totalise 1 200 000 exemplaires. Enfin, quand on voit que Marguerite Duras, elle a vendu ça avec l'amant en une seule fois, là, on prend de 1913 à 1980. Hein. C'est quand même déjà très surprenant. Bien sûr, c'est beaucoup, mais par rapport à la notoriété mondiale de Proust, c'est pas tant que ça. Après, on passe à l'ombre des jeunes filles en fleurs, 800 000 exemplaires, et ça dévisse du côté de Guermantes. Tiens. Et je crois quand même que ceci explique en partie cela. J'ai demandé les chiffres pour 1980-2021. On a exactement le même schéma. Voilà. Donc, c'est un début d'explication. L'autre personne qui m'a beaucoup aidé, parce que je ne suis pas du tout, j'ai pas la tête mathématique, mais alors du tout, c'est un garçon formidable qui s'appelle Nicolas Ragonneau, qui a un blog qui s'appelle Proustonomics, je vous le recommande beaucoup, il est très drôle, et il avait écrit un chapitre dans son livre qui s'appelait aussi Proustonomics, qui s'appelle Bergotte millionnaire, et où il analyse les ventes et le nombre de lecteurs supposés de Proust. Voilà. Et vous reprenez en partie, enfin voilà, il y a un chapitre où vous citez quelques chiffres et où on mesure que effectivement la connaissance qu'on a de Proust est en grande partie, je veux dire collectivement, en grande partie du non-lu, en fait, du commentaire sur Proust, de la glose. De la glose, de la doxa, des opinions, des clichés qu'on a. Tout le monde a ça. Moi aussi, j'ai des clichés sur des auteurs, c'est pas. Voilà. Mais évidemment, Proust étant très, très commenté, Proust étant aussi, malheureusement, la recherche étant un monument très intimidant. Moi, une fois de plus, je le mets au programme de UCLA, là où je travaille, et c'est au moins 1 à 2 séances de 3 heures qui consistent à désinhiber mes étudiants. Parce que la glose est tellement étouffante que ça empêche l'entrée dans l'œuvre d'une certaine façon. On ne se sent pas à la hauteur, puisqu'il y a eu tellement de livres écrits sur Proust. Or, je peux vous garantir qu'une fois la désinhibition actée, il n'y a plus aucun problème. Je voudrais revenir sur une phrase, sur cette imbrication, voire cette confusion entre le monde imaginaire, quand même, de Proust et votre généalogie réelle. Vous, comme on est à Blois, au rendez-vous de l'histoire, vous écrivez cette phrase qu'effectivement, cette confusion vous a donné la conviction que l'histoire ressortit d'abord de l'imagination, ce qui est une affirmation singulière dans un endroit comme ici. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Je le crois vraiment profondément, et je pense qu'en fait, toute ma trajectoire dit ça d'une certaine façon. J'ai fait une thèse en histoire et j'enseigne la littérature. J'ai beaucoup travaillé dans les archives dans ma vie, ça a été vraiment, et c'est encore une de mes grandes passions. Et la première chose que je regarde dans les archives, c'est la poétique qui s'en dégage. Beaucoup de gens avaient vu les archives que moi j'avais vues. Mais l'archive, il faut la faire parler aussi. Et il faut comprendre à l'oreille, c'est-à-dire c'est un problème prosodique, littéraire, spécifiquement littéraire, ce que l'archive dit aussi, en plus des choses factuelles qu'elle révèle.
ou quelquefois d'ailleurs elle ne révèle rien du tout. Vous savez, il y a une grosse exagération sur ce qui est inédit. Hein. Souvent, si c'est inédit, c'est que ça ne vaut pas un clou, hein, tout simplement. C'est pas très... Voilà. En tout cas, l'histoire, oui, ressortie de l'imagination, parce que quand vous êtes en face d'objets historiques ou dans des décors historiques ou devant des archives historiques, qu'est-ce qui fonctionne d'abord? C'est l'imagination. Hein, on est ici, on s'imagine quelque chose. On n'a pas un regard froid sur un patrimoine. Je ne le crois pas. Alors, dans mon cas particulier, j'ai vécu dans un appartement à Paris qui était recouvert d'objets historiques. Et ma mère, qui, elle, était une Luynes, c'était pas une Murat, mais enfin, elle était aussi historienne, et elle faisait la visite des collections quand des invités venaient. Et tout de suite, c'était un ressurgissement du passé à travers des objets comme l'éperon de Napoléon, le deuxième était dans son tombeau, le peigne à moustache de Murat, enfin, vous voyez, il y avait des portraits, il y avait... Bon, tout était autour de l'Empire, bien sûr, du côté donc de mon père, mais c'était des traces vivante d'un passé mort, en quelque sorte. Donc, je crois vraiment que l'histoire produit ça, hein, que ça ouvre un espace imaginaire. Il y a beaucoup de réflexions sur les rapports souhaitables ou non de l'histoire avec la littérature. Patrick Boucheron a écrit un article définitif sur la question il y a déjà 20 ans, mais vraiment remarquable. Et d'ailleurs, lui-même, enfin, je veux dire, s'est exercé à ça, notamment avec Léonard et Machiavel, par exemple, où là, je viens de faire un article pour le Libé des historiens, justement, sur une professeure de littérature qui s'appelle Cédia Hartmann, et qui a écrit un livre magnifique, qui a été traduit en français par À perte de mer, Lose Your Mother, en anglais, sur son retour au Ghana, enfin, pas son retour, sa visite du Ghana, sur les traces improbables des esclaves qui étaient ses ancêtres. C'est un livre tout à fait poignant, qui tisse aussi l'histoire et la littérature. Et pourquoi je cite Cédia Hartmann, ça a l'air un peu loin de notre propos, mais pas tant que ça. Elle a écrit un article qui est très célèbre aux États-Unis, qui s'appelle « Vénus en 2 actes », où elle postule quelque chose qu'elle appelle la fabulation en 2 mots, hein, critique, et où elle propose que émettre des hypothèses poétiques sur la vie de personnes dont on ne sait rien, comme les esclaves, et qui n'ont droit qu'à l'enregistrement brutal d'archives comptables, est quelque chose qui nous permet d'appréhender mieux le réel, pas la fiction, le réel. Donc oui, je crois qu'on peut, même on doit, avoir recours à ces possibilités-là pour mieux appréhender le réel historique. Oui, c'est effectivement une phrase de cet article dans l'IB des historiens qui m'a fait penser quand vous dites que ce livre, À perte de mer, que je n'ai pas eu entre les mains, mais que je vais essayer de me procurer, apporte, outre les guillemets, la preuve subtile et féconde du recours à la littérature en histoire, de l'art comme méthode et pratique pour rendre compte autrement et au plus juste de la réalité humaine. Je reviens à Proust. Et je reviens surtout à vous et à votre histoire. Donc, effectivement, on va dire que dans la première moitié du roman, on fait la connaissance de votre famille, de ses liens avec la recherche, de vous qui grandissez, comme on le disait tout à l'heure, un peu dans un malaise, dans un malaise non exprimé. Et au cœur du livre, c'est toujours au milieu des livres que se situent les sujets importants et cruciaux. Au cœur du livre, où il y a donc un chapitre qui s'appelle « Universaliser le minoritaire », qui est un peu l'autre grand éclairage que Proust
vous a apporté l'autre grande, je ne sais pas si on peut dire résolution, mais peut-être quelque chose comme ça. Donc, où vous revenez sur ce moment où vous avez rompu avec, ou plutôt votre famille a rompu avec vous d'ailleurs, au moment où vous avez fait savoir publiquement que vous étiez homosexuel. Et là aussi, Proust apporte effectivement une lumière sur ce moment et sur cette situation. Expliquez-nous un peu ce qu'il en est du minoritaire et de l'universel vu par Proust. Oui, alors ça c'est un texte de Monique Wittig en fait qui lit Proust et qui explique ça que je trouve très lumineux, que grâce à Proust, Proust a été le premier à universaliser le minoritaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le minoritaire étant l'homosexuel, qu'il soit homme ou femme. Les homosexuels sont partout présents dans la recherche et ils le sont de plus en plus. Il est très étonnant de penser que pendant des décennies, l'université française a mis juste un blackout là-dessus. Il y a quand même un volume qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Pareil, quand même difficile d'éviter le sujet qui hante absolument toute la recherche. Avec Proust, alors évidemment on peut se demander, parce que la description que Proust fait des homosexuels n'est pas forcément flatteuse. Sodome est une espèce de cité bavarde, hystérique, très outrée. Charlus, il est complètement fou, etc., etc. Quant aux gomorréennes, aux lesbiennes, ce sont des menteuses professionnelles, elles se dissimulent, etc., etc. Alors Proust avait une conception, en plus, donc déjà il y a ça. La deuxième chose, c'est que Proust a une conception qu'on pourrait dire presque rétrograde, y compris à son époque. Il était partisan de ce qu'on appelle l'inversion sexuelle, ou ce qu'on a aussi appelé le troisième sexe. L'inversion sexuelle, ça veut dire que les homosexuels seraient, un homme serait une âme de femme dans un corps d'homme, une sorte d'erreur de la nature, voilà. Évidemment, quand on dit la nature, on déculpabilise en quelque sorte les gens qui sont comme ça, comme on disait dans ma famille. Donc, l'inversion sexuelle, des gens qui forcément se dissimulent, qui forcément mentent toute la journée, et ils sont obligés, puisque les lois sociales sont rigoureusement contre, non pas l'homosexualité, mais le fait qu'elle soit dite. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné chez moi, puisque même si j'avais un père qui était un homme charmant, très drôle, très érudit, qui est un grand lecteur, avec qui je parlais beaucoup de littérature, dans l'aristocratie, en règle générale, l'art de la conversation est quelque chose qui est très plébiscité, mais ça consiste aussi à ce que rien ne soit dit. Et ça, c'est très important. Enfant, j'avais un sentiment un peu indiscernable d'une sorte de non-dit permanent, qu'il ne fallait ni montrer ses émotions, ni montrer ni sa colère, ni sa joie, ni rien du tout, et surtout ne pas parler de soi, parce que ça, c'est le péché absolu. Tout ça dans une atmosphère soi-disant tout à fait libre. Des gens m'ont dit, mais j'aurais pensé que dans l'aristocratie, ils étaient beaucoup plus ouverts d'esprit. Mais lisez la recherche, vous verrez bien qu'ils sont très obtus, au contraire. Et que l'impossibilité, c'est de dire. Mais de dire sa sexualité ou de dire quoi que ce soit, en règle générale. Ils parlent pour ne rien dire, c'est selon l'expression consacrée. Et en même temps, dans les premières pages de Sodome et Gomorrhe, qui sont absolument extraordinaires, Proust parle de cette race maudite. Race, il ne faut pas... Je sais que c'est un mot interdit en France, et que même par la Constitution, mais dans la bouche de Proust, qu'il utilise beaucoup, il dit la race des aristocrates, la race des domestiques, la race, etc. Bon, ça veut dire la génération, c'est ça que ça veut dire. Bon.
Il a des pages bouleversantes sur le sort qui est imposé par la société à tous ces gens. Et ça, pour moi, ça a été... ça m'a en quelque sorte sauvé, c'est la dernière phrase du livre, bon, ça on pourra y revenir parce que c'était compliqué pour moi. Je l'ai ressenti comme une réintégration dans l'humanité. Parce que, évidemment, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que quand j'ai annoncé à ma mère que je vivais avec une femme, elle m'a dit 2 phrases. Elle m'a dit, pour moi, tu incarnes l'échec de toute une éducation morale et spirituelle, et pour moi, tu es une fille perdue. Donc une fille perdue, en français, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire quelqu'un qui s'est égaré. Alors c'est vrai que je n'ai pas le sens de l'orientation, ça c'est vrai. Une fille perdue, c'est une pute. Et une fille perdue, bah, c'est une fille morte. Et je crois que j'étais tout ça à la fois d'un seul coup. Ce qui a donc occasionné une rupture familiale qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans maintenant. Et surtout, rupture qui, là ça c'est assez curieux, a été, de la part de ma famille, qui est très nombreuse, unanime. C'est ça qui était curieux. Hein, c'était qu'ils étaient tous d'accord dans cette affaire. Donc, voilà, une fois surmonté les chagrins que ça peut, ou même les douleurs que ça peut occasionner, on trouve, enfin en tout cas ça a été mon cas, un pouvoir extraordinaire, non seulement de consolation dans un livre comme La Recherche, mais un pouvoir d'émancipation. Ça, j'insiste beaucoup, parce que la consolation, c'est toujours du côté un peu de la mélancolie, de la nostalgie, c'est un peu le lot qu'on donne aux perdants, enfin, voyons, le lot de consolation. Alors que c'est une puissance active. Oui, c'est ce que vous dites. Voilà, la consolation, c'est pas du réconfort, c'est quelque chose. C'est du réconfort, mais c'est une substance active, quelque chose de beaucoup plus fort, dans le sens où Proust, plutôt que de me laisser dans le néant de cette famille, m'a donné en quelque sorte le savoir. Vous savez, on parle de la libido sciendi, hein, le désir de savoir, et donc de jeter la lumière sur des choses qui n'étaient pas moi ou ne s'adressaient pas à moi directement. Enfin, j'en avais pâti, mais ça ne s'adressait pas à moi alors. Et il a déplié un savoir que je n'aurais jamais pu maîtriser sans lui. Quand vous avez commencé ce livre, est-ce que vous saviez justement à quoi il allait aboutir? Est-ce que vous saviez, pas forcément que la dernière phrase serait Proust m'a sauvé, mais voilà, est-ce que vous saviez que vous alliez vers un épilogue de ce type sur la consolation, sur l'émancipation? J'ai envie de vous faire une réponse de Gascon, oui et non. C'est-à-dire que, bon, comme j'ai raconté au début, la deuxième version, qui n'était pas encore satisfaisante, où mes 2 amis m'ont dit « ben non, il faut que tu recommences », j'ai compris qu'elles avaient raison, et c'est dans ce recommencement que là, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus précise sur moi-même, parce que moi je ne suis pas du tout... l'autobiographie ne m'intéresse pas comme genre en soi, mais là c'est vraiment une forme de récit autobiographique au miroir de la recherche, sinon je ne l'aurais jamais fait. Et j'espère avoir montré les échos, les résonances qu'une œuvre peut avoir dans une vie, et comment une vie peut se déployer grâce à une œuvre de fiction. C'est en tout cas ce que j'ai voulu faire, je pense beaucoup au fil de la plume, puisqu'après la construction de ce livre, qui est faite de chapitres assez courts, il y en a d'autres qui sont un peu plus longs, qui alternent entre Proust et ma vie, entre la fiction et le réel, la vie de Proust et la vie de mes arrière-grands-parents, etc., a été comme cette espèce de maillage où je me suis, moi, finalement, reconnue dans ce miroir éclaté. Voilà. Il y a un moment que j'aime beaucoup dans votre livre, entre 1000 moments, mais où il est question presque de réconciliation. C'est ce moment où vous avez entre les mains les exemplaires de La Recherche en Pléiade qui étaient à votre père,
avec des notes marginales de la main de votre père, et où, d'une certaine manière, il y a eu cette rupture familiale, votre père est décédé à ce moment-là, mais en lisant les notes qu'il a prises dans ses volumes de la recherche, il a même surligné, enfin bon, c'est comme si un peu, on a l'impression que la conversation pouvait se poursuivre aussi, et donc une forme quand même de, je ne sais pas si c'est de réconciliation, mais quelque chose comme ça, en tout cas une conversation qui continue au-delà de la rupture et au-delà même du décès de votre père. Oui, ça a été très impressionnant de... Tout d'un coup, je me suis souvenu que j'avais ces 3 volumes. Bon, La recherche du temps perdu est paru pour la première fois en Pléiade en 1954, je crois, dans une édition dite Ferré et Clarac. Et puis, il y a eu la nouvelle édition en 87 par Jean-Yves Tadier. C'est à ce moment, dès qu'il y avait des nouvelles éditions de la Pléiade, mon père me donnait les anciennes. Et moi, j'attendais, parce que dès que je regardais les programmes, je me suis dit, tiens, Faulkner va tomber, hop, j'ai récupéré tout de suite. Et il m'a laissé ces volumes. Mon père annotait les Pléiades à l'encre ou au bic. Alors, bon, bah, c'est comme ça. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Mais enfin, du coup, il me laisse comme son héritage, puisque je m'entendais très bien avec lui. C'était un homme très, très drôle, très charmant. Bon. L'héritage qu'il me laisse, c'est aussi ça. C'est-à-dire ses propres réflexions au cours de la recherche, que j'analyse dans le livre rapidement, et qui m'ont beaucoup ému dans le sens où je le retrouve tout entier dans ses remarques. Je vois très bien pourquoi il a dit ça, pourquoi il a souligné ça, etc. Et en même temps, je lis, dans tous les sens du terme, les limites qui l'ont aussi empêché, lui, d'écrire. Puisque mon père a écrit un livre sur Michaud, il a écrit des recueils de poèmes, mais il n'a jamais accompli l'œuvre qu'il portait peut-être en lui. Proust est très dur avec ces gens-là, qu'il appelle les célibataires de l'art, c'est-à-dire des gens velléitaires qui ne travaillent pas suffisamment, qui justement ne descendent pas à la mine, comme disait Kafka, qui ne font pas cet effort de se confronter au réel. Mon père vivait dans un rêve permanent qu'il alimentait, qui était très joyeux, qui était très sympathique, mais il ne voulait pas faire face à une certaine réalité. Et ça aussi, je le vois dans les pages, avec une certaine mélancolie, mais aussi avec beaucoup d'intérêt, parce que ça fait partie de mon éducation, et peut-être de ce que d'ailleurs j'ai reçu de meilleur dans cette éducation. C'est un des rares moments véritablement mélancoliques. Je ne dirais pas que la mélancolie est du tout la tonalité dominante. C'est pas mon tempérament. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, vous mesurerez à quel point il est effectivement grave, souvent drôle, très souvent drôle, mais plutôt vraiment essoré de mélancolie et aussi d'amertume. C'est quelque chose à quoi vous teniez, ou c'est de toute façon votre état d'esprit vis-à-vis de cette enfance et de ce milieu d'origine? Je crois que c'est un livre que je n'aurais jamais pu écrire avant l'année dernière. Vous voyez, j'ai dû atteindre l'âge honorable de 56 ans pour me retourner sur cette histoire qui est quand même aussi douloureuse, où il y a des violences, où il y a des grossièretés. Il ne faut pas oublier que l'aristocratie, il y a souvent des gens très vulgaires, on le dit pas suffisamment. Proust le dit à toutes les pages. Et donc c'était aussi de défaire ce cliché auquel, à cause de mon nom, à cause de ma généalogie, j'ai été associée forcément. C'est un réflexe normal. Ça n'a pas conditionné, mais disons que le fait d'aller aux États-Unis, ou alors là je peux vous garantir que Murat, ça dit rien à personne. Ça, de ce point de vue-là, je suis en vacances, ça, il n'y a aucun doute. J'avais même croisé une philosophe des sciences, d'ailleurs, qui est très connue et tout ça, qui m'avait dit qu'elle avait vu une exposition où il y avait un tableau de Marat, et elle m'a dit, mais peut-être que c'est ton ancêtre. Alors je lui dis, non, moi c'est Murat, avec un U. Elle m'a dit, oh là là, à une lettre près, tu aurais pu avoir un nom célèbre. C'est vrai que c'est bête. Voilà, donc si vous voulez, ça fait des vacances, quoi, d'être là-bas.
Voilà. Donc, voilà, je crois qu'il a fallu tout ça. C'est très banal hein, de dire ça, mais on en revient quand même au sujet principal hein, de Proust. Il faut du temps, avec un grand T, pour essayer de comprendre le monde qui vous entoure, sans ressentiment, parce que c'est un vilain sentiment, le ressentiment. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous. Propose Ah bah c'est pas fini, voilà. Et maintenant, c'est à vous, si vous le souhaitez, de poser une question, plusieurs questions à Laure Murat. Ouais, il y a un micro qui circule là-bas. Une main qui se lève au premier rang. Il y a monsieur devant. Premier rang, ouais. Le monsieur. Voilà, le micro. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question en tant que professeur. Est-ce que vos élèves ont le droit d'écrire comme vous dans une université, donc à manier le récit fictionnel extrêmement documenté et pas être simplement dans l'académisme universitaire qu'on a en France? Oui, alors là, moi, je suis pas un bon exemple. Alors, je vais vous répondre oui, parce que moi, je dis toujours oui aux étudiants. Toujours. Je leur dis, faites ce que vous avez envie de faire. Néanmoins, je suis quand même obligée, il y a quand même des règles minimum de bibliographie, de choses comme ça, de sérieux, tout simplement. Mais mes livres sont sérieux, a priori. Alors, ça dépend de qui on parle. Ça dépend parce qu'il y a ceux que j'appelle les petits, qui sont ceux qui sont undergraduates, c'est-à-dire qui sont en licence, quoi, en gros. Hein. Aux États-Unis, les études sous-graduées dure 4 ans. C'est un peu comme l'ancienne propédeutique, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs matières. On en choisit une de préférence, mais on étudie plein de choses en même temps. Donc ça, c'est des étudiants qui ont entre 18 et 22 ans. Et puis après, il y a les doctorants. Là, les doctorants, ils sont obligés, puisqu'ils se destinent a priori à l'université, ils sont obligés de respecter quand même, et je suis obligée de leur faire respecter les règles élémentaires. Voilà. Mais pour les petits, je les encourage à faire de la fiction, ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un meilleur moyen pour les amener à réfléchir au texte. Tous mes cours commencent de la même façon. Je leur dis, bon, vous avez choisi d'étudier la littérature française, et je leur dis, ça sert à quoi d'étudier la littérature? Alors ils se regardent, ils se disent, oh là là. Eh bien, je leur dis, ça sert à rien. Vous voyez? Ça sert à rien du tout. Si vous aimez la France, faites des études de boulangerie, par exemple, vous aurez plus de succès. Bon. Sauf que, à la fin de l'année, ce que j'espère, c'est que je vous aurai appris à lire. Et quand vous savez décrypter un texte, que vous soyez médecin, banquier, parce qu'évidemment, ce n'est pas des gens qui se destinent à être profs de lettres, hein, alors vous serez les rois du monde. Et je le pense. Est-ce qu'il y a une autre question? À gauche, pour nous à gauche. Le micro arrive vers vous, parce que sinon, la salle est grande, on ne vous entendra pas. Merci. Merci. Merci d'abord pour cette égo-histoire extraordinaire où j'ai reconnu beaucoup de choses, ayant aussi fréquenté l'aristocratie, et j'ai bien reconnu un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir votre genèse de la lecture de Proust. Quand avez-vous commencé? Quelle a été l'évolution? Et puis les échanges apparemment familiaux, puisque tout aristocrate, apparemment ne lisant pas, vos parents quand même ont lu la recherche. Et cela mon père, ma mère l'a trouvé Proust épouvantable. Y a-t-il eu apparemment pas des chances, puisque ça a été par soulignement post-mortem, mais la genèse de votre lecture? Alors, j'ai lu la recherche donc 4 fois. La première, j'avais donc une 20aine d'années, quand mon père m'a donné cette vieille Pléiade que j'ai toujours. Qu'est-ce que j'ai compris de la recherche à cette époque-là? J'ai été évidemment enchantée par cette tour de Babel. J'étais
absolument exaltée, comme je crois beaucoup de gens, évidemment, à quelque âge qu'on la lise pour la première fois. Donc ça, c'est une chose. Je ne suis pas sûre, bon, évidemment, je reconnaissais des noms, mais disons que je n'en faisais rien de ça. Toute mon enfance, puisque j'avais ce père qui était grand lecteur, j'entendais parler du baron de Charlus, de la duchesse de Guermantes, etc. Je croyais même que c'était une tante et un oncle. Enfin, bon, vous voyez, j'étais pas tout à fait sûre. Donc tout ça était, les jeux de mots, les mots d'esprit, tout ça était très familier. Donc je retrouve quelque chose, mais surtout je lis une œuvre de fiction qui m'emporte complètement. Bon, ça c'est très banal. La deuxième lecture, c'est quand j'ai entamé ma thèse très tardivement sur la notion de troisième sexe. Et c'était l'époque des Gay and Lesbian Studies en France, qui commençait à peine. Donc j'étais portée par une historiographie tout à fait récente et très intéressante. Je rappelle que Gender Trouble, le grand livre de Judith Butler, est paru en 90 aux États-Unis, en 2005 seulement en France, donc avec 15 ans de retard. Donc toutes ces questions me passionnaient. Tout d'un coup, ça devenait un objet d'étude. On prenait ça au sérieux. Hein. Donc ça a été la deuxième fois. La troisième fois, parce que j'ai fait un livre qui s'appelle « Relire » sur la relecture. Moi-même, je ne suis pas du tout une relectrice, enfin, ce n'est pas une passion personnelle, mais j'ai toujours été très intriguée par ce mouvement de revenir à un texte. Qu'est-ce qu'on lit quand on relit? Est-ce qu'on relit le même livre si on le lit en anglais et en français, etc. etc. J'avais beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas de réponse, et donc j'ai interrogé 200 personnes, des grands lecteurs et relecteurs, pour avoir une sorte de début de réponse. Donc ça, du coup, comme des travaux pratiques, j'ai relu la recherche donc une troisième fois, pour analyser ce que ça faisait sur moi, hein, de relire. Bon. Et puis la quatrième, pour les besoins de ce livre. Évidemment, je relis des passages puisque j'enseigne la recherche à UCLA. Donc la genèse, si vous voulez, il y a évidemment une sorte de familiarité hanté-lecture, hein, puisque mon père parlait de Proust à la maison, mon père étant une exception dans son milieu, puisque je répète, quand même, les aristocrates sont très très nombreux à ne pas lire. Dans ma famille, notamment maternelle, les gens ne lisaient pas, ou très peu. Ils n'avaient pas du tout... mais pourquoi pas? Enfin, je ne porte pas de jugement là-dessus. Enfin, ce serait une erreur de penser que ce sont des gens très cultivés. Ce sont des gens qui ont eu des connaissances historiques, en général à cause d'un narcissisme généalogique qui est quasi délirant. Hein. Enfin, je l'ai vécu, hein, donc voilà. Mais ce qui n'est pas leur famille, c'est quand même très moyennement intéressant. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'est-ce que Proust aurait fait s'il ne nous avait pas connus? Ah ben ça, je l'ai entendu 100 fois. Hein. Si on ne s'était pas prêté de si bonne grâce à être des modèles pour lui. Ah, on se demande. Et d'ailleurs, Charlus le dit dans la recherche. Il dit « Les gens de mon milieu sont un culte ». Il a raison. Bon, mais je répète, mon père était une exception, ma mère aussi dans son genre puisqu'elle était historienne, et donc je suis née dans un milieu privilégié et dans une bibliothèque. Et ça a été ma grande chance. Le micro est derrière vous. Lorsque vous étudiez Proust avec vos étudiants américains, vous travaillez sur le texte français ou le texte anglais? Le texte français. Je n'arrive pas à travailler sur le texte américain, anglais. Ouais, et question complémentaire, qu'est-ce que ça donne Proust en anglais? Alors, ça c'est une excellente question. Bon, il y a deux traductions. Hein, la plus célèbre, c'est celle de Scott Moncrief, qui est tout à fait correcte. Enfin, voilà. Et il y en a une nouvelle que je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous répondre, mais je sais que je ne peux, c'est ma limite, je ne pourrais pas enseigner Proust en anglais. Je ne peux pas. D'abord, j'ai tous mes souvenirs, évidemment, de toutes ces lectures. Alors, je pourrais les exprimer en anglais, ça, c'est pas...
Alors on me dit peut-être que tu pourrais faire en sorte pour évidemment agrandir le cercle des étudiants, puisque forcément mes étudiants doivent être francophones, sinon c'est pas possible. Faire étudier la recherche, que ceux qui ne lisent pas le français le lisent en anglais, ceux qui lisent le français le lisent en français, et que la discussion soit en anglais. Je n'ai pas encore décidé exactement si j'allais sauter ce pas-là, mais pour l'instant je ne le fais qu'en français. Il y a ici une question en face de moi. On va prendre encore 2 questions. Oui, juste en face de Laure, au 2e rang. On attend le micro. Au deuxième rang. Ouais. Deuxième rang, juste en face de moi. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Oui. On vient de me donner le micro, je suis désolé, je ne veux pas... Ah bon, bah, désolé. Ce sera vous après, monsieur. Non. Après, voilà. Bah, juste une question très rapide. En fait, j'ai beaucoup pensé en vous écoutant au livre de Daniel Mendelssohn sur l'Odyssée, sur son père, sur sa famille. Alors pour plein de raisons. Vous avez un rapport particulier à cet ouvrage? Peut-être que vous connaissez l'auteur, je ne sais pas. Oh, bah Daniel Mendelssohn, c'est un très très grand auteur. Ça, c'est que ce soit Les Disparus ou son livre sur l'Odyssée, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai pas, c'est peut-être une erreur, je n'ai pas relu son livre sur son père et l'Odyssée avant. Il fallait que je sois vraiment dans mon affaire complètement, sans se laisser influencer. Mais c'est un très grand livre. J'adore Daniel Mendelssohn. Bien sûr. Alors, ce serait bien. Il y a un monsieur au 2e rang à qui on a promis la parole. Voilà le micro qui arrive. Le voici. Merci beaucoup. Alors, merci. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire sur votre livre absolument merveilleux. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si au fond, votre livre ne valide pas ce qu'on trouve souvent dans la recherche, à savoir que le réel est le produit de l'œuvre. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas né de Proust? Est-ce que vous n'êtes pas votre réel n'est pas le résultat de votre lecture de Proust? Ça, on ne peut pas rêver. Meilleur mot de la fin. Hein, voilà. Je suis le produit, voilà, Non, c'est très joli. C'est très joli. Vous avez. Bah, écoutez, je ne sais pas si c'est moi qui peux en juger, mais je sais que je ne serai pas la personne que je suis sans Proust. Ça, c'est sûr et certain. Mais vous le formulez beaucoup plus joliment que moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure Murat. Merci à vous.